Entre nos cultures, nous sommes avec l'association Capronis au niveau du tunnel Saint-Léonard de Dompierre et nous allons donner la parole à Pierre Rivaud qui va présenter ce canal et son association. Oui, bonjour, je m'appelle Pierre Rivaud, je suis le président de l'association Capronis. Je travaille de longue date sur le canal de Maran à La Rochelle, en particulier avec le Conseil des sages de Dompierre-sur-Mer et surtout l'association ACPA, Association d'histoire et géographie en Pays d'Aunis, qui a fondé un groupe qui travaille activement avec des gens d'Andilly, de Dompierre, de Périgny, etc. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de présenter à nos adhérents le canal, bien sûr, mais surtout le tunnel Saint-Léonard, qui est un ouvrage absolument exceptionnel, qui mérite d'être connu de tous et qui mérite une petite visite commentée. Donc je fais confiance pour ça à Marc Jamin qui va nous donner des éléments intéressants sur l'historique du canal et Ludovic qui nous parlera également du groupe Canal. Pour votre information, je vous signale que nous avons visité cet ouvrage il y a quelque temps avec un petit groupe, dont Ludovic et Marc, et nous avons remarqué qu'il y avait quelques désordres à l'intérieur de ce tunnel. Donc on a fait un petit courrier sympathique à Madame la Présidente du Conseil Général, qui a eu l'obligeance de nous répondre pour nous dire qu'elle avait pris en compte toutes nos remarques et qu'elle ferait le nécessaire pour remédier à ces désordres et mettre en valeur l'entourage du canal. Donc nous espérons que ces travaux se réaliseront prochainement pour permettre à beaucoup de touristes proches ou lointains de venir visiter notre beau canal et son environnement. Voilà, je passe la parole à Ludovic qui va nous parler plus particulièrement du groupe Canal ACPA. Ludovic. Merci Pierre. Donc bonjour, enchanté. Donc effectivement, on va vous présenter un petit peu la démarche de nombreux chercheurs qui s'intéressent à l'histoire du canal. Donc je suis adhérent à la fois de Capronis et de l'ACPA, l'association d'histoire et de géographie en pays indonésien. Et l'ACPA, depuis quelque temps, montait un groupe de travail qui visait un petit peu à rassembler toutes les personnes qui travaillent au niveau local et qui cherchaient dans leur coin un petit peu des informations sur l'histoire du canal. Et donc il a été décidé de monter ce groupe de travail pour capitaliser toutes ces informations, tous ces travaux de recherche, en vue de notamment produire ces petits livrets que je peux vous présenter. On en est déjà un deuxième fascicule sur l'histoire du canal de La Rochelle à Maran. Et donc l'objectif de ce groupe de travail que je préside actuellement est de surtout poursuivre ce travail de capitalisation et aussi de transmission sur l'histoire du canal en tant que tel, et avec pour objectif d'arriver à la production d'un livret qui recenserait dans les grandes lignes l'histoire du canal de La Rochelle à Maran. Et je fais un appel aussi pour toutes les bonnes volontés, à toutes les personnes qui seraient intéressées pour rejoindre ce groupe d'histoire. Ça peut aller aussi de l'histoire, ça peut être parfois aussi des sujets un petit peu annexes entre guillemets qui peuvent être intéressants pour tous, et toute personne qui serait intéressée pour en apprendre plus sur l'histoire du canal ou même apporter une petite main, même si on n'en a pas le temps, juste peut-être s'occuper du site internet, ce genre de choses, aider à participer à l'organisation des réunions, ou nous accompagner tout simplement lors des différents travaux, visites ou petites balades de recherche. On invite à toute personne à se joindre à nous. Merci Ludovic. J'en profite pour demander à notre cinéaste de jeter un coup d'œil sur la trémie ici et de présenter l'entrée du canal. C'est très très impressionnant vu d'ici. Il y a une profondeur très très importante qui donne une idée de ce qu'ont pu être les travaux à l'époque, avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire manuels essentiellement. Il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, donc c'est intéressant de regarder tout ça, et on va aller maintenant descendre et regarder ça dans le détail, mais avant, notre ami Marc va nous parler un petit peu de l'historique dans quelques instants. Oui, quand nous serons au pied du tunnel. D'accord. Là, ce que je peux dire, c'est qu'au sommet de la petite montagne Saint-Léonard, nous sommes à 30 mètres, et il y a 30 mètres de dénivellation et de travaux qui ont été effectués pour creuser cette grande tranchée qui va de Chagnolet jusqu'ici, jusqu'à l'entrée aval du tunnel. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi une grande tranchée qui va jusqu'à Mouillepied. Ceci représentant à peu près 2 millions de mètres cubes de terrassement qui ont été réalisés à la main entre 1812 et 1844. Et puis nous allons voir tout à l'heure que le tunnel s'est fait un petit peu après et a représenté lui aussi 40 000 mètres cubes
de terrassement, là aussi à la main. Voilà. Nous allons descendre sur le tunnel. Sous le tunnel, pardon. Je vous avais parlé tout à l'heure d'une intervention possible du Conseil général pour faire des travaux d'amélioration de sécurité, etc. du canal. La dernière fois que ça a été fait, c'était en 2010, donc il est grand temps de s'y remettre. Et voilà le panneau qui indique que le Conseil général est déjà intervenu entre 2009 et 2010. Donc j'espère que dans le courant de l'année 2024, au plus tard, de nouveaux travaux seront entrepris pour sécuriser le canal. Donc là, nous sommes à l'entrée côté La Rochelle, sur le bief de Rompsay. Hein. Il faut savoir que le canal, la vraie direction du canal, c'est de Maran à La Rochelle. Vous allez voir que sur le garde-corps, les ponts et chaussées, je sais pas, il y a peut-être 20 ans, ont mis des marquages de dimension, et c'est celles qui m'ont servi pour faire le schéma, pour faire le petit schéma ici qui est coté. Alors là, nous sommes donc, j'ai fait pas une coupe, mais une vue de l'entrée avec des cotations qui sont données par monsieur Hubert Blanche, dont vous avez peut-être entendu parler. Monsieur Hubert Blanche, alors, c'est un historien du canal Maran-La Rochelle. C'est à mon avis le monsieur qui actuellement a fait le plus gros travail de recherche. Il y a madame Coaille qui recherche aussi sur Dompierre, qui a fait d'énormes recherches, mais Hubert Blanche a fait plus sur le technique. Hein, Annette, elle fait plus sur la biodiversité du canal et l'historique, disons, des hommes et des femmes. Hein. Alors, donc, nous avons de la voûte au bas, nous avons 7,50 m, la largeur 6,90 m, nous avons 5,20 m de largeur du canal, à peu près 2,20 m à 2,30 m d'eau, voire 2,50 m. Cet hiver, ça a monté à 2,50 m. Et puis ensuite, vous avez donc une hauteur du fond, ici, au quai, de 3 mètres. Donc il y a à peu près 80 cm à 70 cm entre la surface de l'eau et le quai. Hein. Donc nous allons voir, alors forcément tout le tunnel a été voûté, parce qu'ils se sont aperçus en faisant les travaux que la terre et le Jurassique dans lequel il est creusé, n'était pas suffisant pour tenir, il y avait des éboulements. Donc ils ont été obligés de tout voûter. Alors, je vous ai marqué en détail, ici, creusement et finition dans le tunnel. Pour le voûter, la moyenne des dimensions des pierres, c'est 45 cm, 20 cm, 30 de profondeur. Il a fallu à peu près 110 000 pierres de taille pour voûter ce canal, pour voûter ce tunnel, pardon. Hein? Et alors, vous voyez les côtes, je vous ai aussi marqué des côtes. Et ces côtes, on va les repérer sur le garde-corps. Elles ont été marquées par les ponts et chaussées en rouge ou en bleu. Hein, donc, un petit coup de chiffon. Chaque fois qu'on vient, on donne un petit coup de chiffon pour pas qu'il y ait trop de poussière. Mais ça, c'est important de le savoir. Vous verrez que dans la longueur, il y a 3 échelles de quai qui peuvent servir de secours si quelqu'un tombe dans le canal. Il est bon qu'il sache qu'il y ait 3 échelles. Il y a... Attendez, il faut que je... Ah, mon plan. Alors nous sommes ici. Donc nous allons rencontrer un puits, un premier puits par lequel ils ont aussi creusé le tunnel. Après nous allons rencontrer le deuxième puits. Il y a une petite niche. On va repérer aussi les 3 échelles. Et ma foi, je pense qu'après, avec ça, vous ne pouvez plus vous perdre dans le tunnel. Mais il est bon de savoir qu'il y a des échelles et des niches et où elles se trouvent. Hein. Je pense que maintenant, il va falloir aller les voir.
Alors juste, je rajoute une petite précision concernant la sécurité. Vous verrez que le garde-corps est en mauvais état, ça a été signalé, donc ne vous approchez pas du garde-corps. Il est difficile de s'appuyer dessus sans tomber dans l'eau. Donc prudence à tous, et puis on va continuer la visite. Vous admirerez au passage la voûte qui est travaillée énormément, donc ça représente un travail considérable. Voilà. On continue la visite. Donc là, faire s'écouler les eaux de source en pied pour éviter les pressions sur la voûte. Tu vois. Regarde si ça coule là. Le débit, l'eau est très très claire. Si ça se trouve, elle est potable. Alors ça, c'est du travail, du bon travail des ponts et chaussées. Celui-ci, effectivement, il a été bouché. Bon, ils ont fait un petit trou pour regarder. Tout le monde a regardé en haut. Ouais. Donc il est resté brut. Hein, il n'est pas refait en pierre de taille. Et le haut, il débouche dans où sont les motocross. Et il se perd en surface. Hein, voilà. Donc c'est par ce puits que se faisait l'extraction. Alors voilà, le puits, en réalité, le tunnel a été creusé en plusieurs fois. Ils ont fait une première galerie de 3 mètres de diamètre à peu près, qui s'appelait le souterrain, sur toute la longueur, 3 mètres de diamètre, grossièrement taillé. Et ensuite, ils ont réagrandi pour arriver aux côtes actuelles, qui sont donc sur ce que vous avez sur ce schéma. Et ils ont attaqué par un bout. Par le milieu, il y avait des gars qui descendaient ici, qui creusaient complètement dans le noir, les pieds dans la flotte, et qui en faisaient remonter les matériaux avec un treuil par des gars qui étaient en surface. Il y aura un deuxième puits, celui-ci, qui en l'envoie de la surface. La surface, il y a encore une construction rectangulaire qui a été fermée. On la verra tout à l'heure. On la verra. Donc, alors, il y avait quand même un point de creusement, un autre point de creusement, un point de creusement, un point de creusement. Il y en avait donc 1, 2, 3, 4. Sachant que les gars qui étaient ici, ils étaient en condition de mineurs, alors que les autres étaient quand même un peu à l'air, un peu plus à l'air, vous voyez. Alors, donc, sur ce petit plan, vous avez toutes les côtes. Ça, c'est intéressant quand vous vous promenez. Tout à l'heure, on avait perdu l'échelle avec le collègue et on l'a retrouvée. On a cherché la côte 632, tac, l'échelle était juste en face. Et là, donc, 550. Celui-ci, le deuxième puits, c'est à la côte 372. On va y aller. On va y aller, côte 372. Mais au passage, regardez la côte 420. Vous avez une échelle de quai qui peut servir d'échelle de sécurité. Hein, et il y en a. Ah ouais, alors, donc regardez la côte 420 vous verrez l'échelle, et regardez à la côte 372, vous verrez le deuxième, le puits numéro 1, le plus grand et le plus maçonné. Merci Marc. On peut en profiter aussi pour admirer le parement et l'ajustement des pierres dans le détail, avec la voûte également. Ça en vaut vraiment la peine. Regardez ce travail absolument admirable et colossal qui a été fait à cette époque, avec les moyens de l'époque, encore une fois. Ce puits numéro 1 qui se trouve sur le plan là, à la côte 372, qui est ici en face de mon pouce, il a donc servi à creuser cette partie-là en aval et en amont. Les matériaux sortaient, comme le puits numéro 2, par le haut, avec des collègues qui étaient avec des treuils. Et celui-ci a été maçonné et reste normalement d'ailleurs, il va jusqu'à la surface. Oui. Il servait à faire un appel d'air pour assécher le tunnel. Maintenant, ça, il s'est bouché, il n'y a plus d'appel d'air vraiment, ce qui est peut-être un peu dommage ici. Mais peut-être un gros grillage, une grosse grille en surface aurait été mieux. Tout à l'heure, ouais. Mais en tout cas, on peut admirer aussi la taille des pierres. Regardez,
C'est fait à la scie à main. Hein. C'est bon, c'est du calcaire, c'est pas du granit, mais regardez l'assemblage, c'est, allez, je dirais à 5 mm près, pas plus. Il y a un petit jeu de 5 mm partout, avec des formes qui sont pas rectangulaires, pas parallélépédiques. Il y a des volumes complexes. Et ceci était fait avec, on appelle ça la géométrie descriptive, en corps de métier, c'est-à-dire le charpentier et les tailleurs de pierre, pour faire de la voûte et des surfaces et des volumes complexes, font forcément un schéma de leur pierre ou de leur bois pour qu'il soit juste et qu'il s'incruste juste. La géométrie descriptive. Alors maintenant, enfin autrefois, moi je participais aussi, on le faisait à la main, ou avec son crayon et sa règle, les équerres, compas. Maintenant, ça se fait à l'ordinateur. La partie entre l'écluse d'Andilly et l'écluse de Rompsay, c'est le bief sud du canal. C'est très photogénique. Merci Jean-Philippe. Si l'on observe mon croquis côté, cette maçonnerie correspond exactement à la sortie du puits numéro 1. Cette sortie donc a été bouchée. À l'origine, elle servait de puits d'aération du tunnel qui pouvait d'ailleurs améliorer son, comment dirais-je, qui pouvait le faire l'assécher un peu. J'ai bien fait de prendre une chemise toute neuve ce matin.